Paris, 9 décembre 2024, 6h47 précise. Dans le dédale feutré de l'Élysée où même l'air semblait retenir son souffle, seuls résonnaient les allées et venues méthodiques des agents de sécurité sur le marbre glacé. Au 3e étage, Sébastien Lecornu, installé depuis exactement 3 mois et 15 jours dans le fauteuil de Premier ministre, contemplait les Champs-Élysées tout en savourant un café brûlant dans une tasse en porcelaine de Sèvres cadeau de Macron le jour de sa nomination. Il ignorait encore que dans 3h13, un simple appel allait renverser non seulement sa journée, mais le destin politique du pays entier. Comme à son habitude, sa matinée avait commencé à 5h30 réveil, brusque décryptage des dépêches AFP, Royer et Figaro, puis embarquement dans la voiture blindée qui le conduisait au palais présidentiel. Sauf qu'aujourd'hui, l'atmosphère avait quelque chose d'électrique. Le vote de confiance approchait et Lecornu savait parfaitement qu'il irait droit vers un mur. Les chiffres étaient implacables. 78% des députés prêts à renverser son gouvernement. Alors qu'il se préparait à la traditionnelle réunion du cabinet, toujours à 7h pile dans le salon doré, son téléphone personnel se mit brusquement à vibrer dans la poche de sa veste. Hermès, numéro inconnu, affichait l'écran Samsung. D'ordinaire, le protocole était formel, on ne décroche jamais ce genre d'appel. Mais ce matin-là, son instinct lui soufflait que cet appel-là, précisément celui-ci, était attendu depuis longtemps. « Allô » prononça-t-il d'une voix lasse mais instantanément concentrée. La voix qui répondit avait quelque chose d'étrangement familier comme un souvenir auditif impossible à replacer. Un homme d'une 50aine d'années avec un accent du sud-ouest qui traînait légèrement. « Monsieur le Premier ministre Lecornu, ce que j'ai à vous révéler pourrait bouleverser la décision que vous prendrez dans exactement 3h13. » Le cœur de Lecornu se mit à battre comme un tambour. Peu importe l'identité de cette voix, une chose était claire, l'inconnu avait une connaissance inquiétante de ces rendez-vous confidentiels et savait même l'heure exacte du vote de confiance. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous cherchez et comment avez-vous mis la main sur mon numéro privé ?» lança-t-il la mâchoire serrée. La réponse tomba calme et tranchante. « Mon identité n'a aucune importance, monsieur le Premier ministre. Ce qui compte, ce sont les échanges secrets que Marine Le Pen a tenus hier soir lors d'une réunion discrète à Dinde 3. Elle détient des informations vous concernant, des informations dont vous-même ignorez encore l'existence. Et vos conseillers aussi, d'ailleurs. » Un froid brutal remonta l'échine de Lecornu. Le silence récent de Marine Le Pen, elle toujours prompte à foncer sur chaque polémique, comme un vautour sur une carcasse, était soudain beaucoup plus inquiétant. Son mutisme trahissait quelque chose d'anormal. « Continuez. Je vous écoute, » répondit-il, la voix devenue de granit. « Savez-vous réellement pourquoi Emmanuel Macron vous a propulsé à Matignon il y a exactement 3 mois et 15 jours ? Ce n'était ni pour votre réputation d'ex-ministre de la Défense pourtant solide, ni pour cette loyauté presque légendaire que tout Paris vous reconnaît. Non. Il vous a choisi parce qu'il savait presque à la minute près qu'une tempête politique éclaterait exactement maintenant. La phrase s'abattit sur Lecornu comme un bloc de béton lancé du plafond. D'un coup, sa mémoire le ramena dans le bureau présidentiel à ce tête-à-tête avec Macron. Il revit ce regard étrange, cet air indéchiffrable qu'il n'avait pas réussi à interpréter sur le moment. Dans les yeux du chef de l'État, il y avait eu quelque chose de trouble, presque une ombre de remords. « Qu'est-ce que vous insinuez au juste ?» demanda Lecornu en serrant si fort le bord de son bureau en acajou que ses phalanges blanchirent. « J'insinue que votre nomination n'avait rien d'une récompense, monsieur Lecornu. On ne vous a pas honoré, on vous a désigné. Votre arrivée à Matignon faisait partie d'un scénario froidement préparé. Emmanuel Macron vous a installé là en sachant parfaitement que le moment venu vous encaisseriez seul le choc de cette crise. Vous êtes l'offrande que l'Élysée a mise sur l'autel. » Les doigts de Lecornu se mirent à trembler. Il leva les yeux vers l'horloge suisse accrochée en face de lui. Dans 3h08 exactement, il serait devant les députés pour le vote de confiance, un scrutin dont l'issue ne faisait déjà plus aucun doute, si l'on en croyait les projections, les chiffres, les commentaires de tous les experts. « Apportez-moi des preuves de ce que vous avancez, lança-t-il la voix désormais plus tranchante, presque menaçante.
Dans 5 minutes exactement, consultez votre messagerie professionnelle, Monsieur le Premier ministre. Vous y trouverez l'enregistrement complet d'une discussion entre Emmanuel Macron et son conseiller spécial Alexis Collet tenue dans le bureau présidentiel la semaine précédant votre nomination, le 2 septembre à 20 h. Écoutez chaque seconde avec attention, chaque mot comme... La phrase se perdit dans un souffle comme coupé net. La communication s'interrompit net comme si quelqu'un avait tranché le fil au couteau. Lecornu demeura immobile, le Samsung toujours serré dans sa paume, les yeux rivés sur l'écran noir où se reflétait son visage crispé. Les battements de son cœur résonnaient dans sa tête comme un tambour prêt à éclater. Qui pouvait bien être cet inconnu? Comment avait-il pu pénétrer des informations aussi protégées? Et pire encore, disait-il réellement la vérité? 5 minutes plus tard, à la seconde près, comme annoncé un nouveau message, apparu dans sa messagerie gouvernementale hautement sécurisée. L'expéditeur affichait une étrange suite de mots cryptés totalement inconnus, Geekx, Proton, May et Kimplit. Ses doigts tremblants ouvrirent le courriel, puis la pièce jointe audio. À peine les écouteurs posés sur ses oreilles, une voix qu'il connaissait trop bien, jaillit claire assurée, celle d'Emmanuel Macron. « Alexis, la situation est en train de devenir explosive. Dans 3 mois, tout va déraper. L'économie va plonger, les manifestations vont repartir de plus belle et l'opposition nous frappera de tous côtés. Il nous faut quelqu'un de fidèle, mais sacrifiable pour occuper Matignon. Un Premier ministre qu'on pourra accuser lorsque la tempête éclatera. Sébastien Lecornu, c'est exactement le profil qu'il nous faut. » La voix d'Alexis Collet se fit entendre vacillante comme s'il marchait sur des braises. « Monsieur le Président, vous ne trouvez pas ça excessivement dur ? Lecornu vous a toujours soutenu depuis votre premier jour à l'Élysée. Il vous a suivi même dans les décisions qui ont fait grincer tout Paris. » Macron répondit sans perdre une seconde, le ton sec et imperturbable. « Alexis, la politique n'a rien d'un terrain de jeu. Ce n'est ni un concours de sympathie, ni un salon de gentlemen. Il arrive un moment où il faut sacrifier ceux qui nous sont les plus proches pour sauver la structure entière. Lecornu finira par comprendre. Et s'il refuse, alors ce sera simplement son affaire. Mais enfin, Monsieur le Président, cela revient quand même à manipuler quelqu'un qui vous a toujours fait confiance. » Tenta Alexis presque à bout. « Non, Alexis. Nous n'usons d'aucune manipulation. Nous exerçons le pouvoir. Nous défendons les institutions. Et parfois cela implique d'utiliser certains pions. Lecornu pourra dire qu'il a eu l'honneur d'occuper Matignon quelques mois, ce qui est déjà plus que ce que rêvent la plupart des élus tout au long de leur carrière. À cet instant précis, Lecornu arracha ses écouteurs comme si le plastique l'avait brûlé. Ses mains tremblaient d'une fureur incontrôlable, d'une douleur brute presque physique. 3 mois d'épuisement à raison de 18 heures par jour, 3 mois de fidélité totale presque naïve, 3 mois à défendre la ligne présidentielle même lorsque son instinct criait l'inverse, et tout cela n'avait été qu'une mascarade savamment orchestrée, une trahison méthodique, une humiliation calculée jusqu'à la dernière minute. Il jaillit de son siège comme s'il venait d'être brûlé et se mit à arpenter son bureau d'un pas nerveux. Ses souliers italiens frappaient le parquet façon coup de marteau dans un silence pesant. Une rage sourde montait en lui, implacable, prête à déborder. Comment avait-il pu s'aveugler à ce point? Comment avait-il pu placer une confiance aussi totale en Macron? Ses yeux dérivèrent vers l'horloge suspendue au mur. Moins de 3 heures avant qu'ils ne doivent affronter l'hémicycle, les caméras, les millions de regards de tout un pays. Mais désormais, le scénario avait basculé. Le Premier ministre docile, prêt à encaisser la défaite avec calme et élégance, n'existait plus. À sa place se tenait un homme trahi jusqu'à l'os, piétiné d'huppé, un homme qui avait désormais une revanche très personnelle à prendre. C'est à ce moment-là que son téléphone officiel se mit à vibrer. Sur l'écran s'affichait « Président de la République Emmanuel Macron. Sébastien, mon ami. Prêt pour cette matinée? Je sais comme elle sera pénible. C'est une épreuve, oui. Mais rappelle-toi que nous sommes liés. Si nous sombrons ensemble. Si nous tenons ensemble. » Lecornu inspira profondément, tentant de dissimuler le tremblement dans sa voix. « Oui, Monsieur le Président, je suis beaucoup plus près que vous ne l'imaginez.
Excellent, excellent. Et quoi qu'il se passe dans l'hémicycle, souvenez-vous, vous avez tout mon soutien. Absolu, inconditionnel. Je serai dans la tribune présidentielle pour vous épauler. Bien sûr, répondit Lecornu, le ton désormais glacial, votre soutien total et inconditionnel. Comme d'habitude, une fois la communication coupée, Lecornu se laissa tomber devant son bureau, ouvrit son ordinateur et posa ses doigts sur le clavier. Le texte qu'il commença à écrire n'avait plus rien à voir avec la version soigneusement peaufinée la veille avec son équipe. Ce n'était plus le discours sage, digne et fataliste d'un Premier ministre qui s'apprête à reconnaître sa défaite, la tête haute. Non. Ce qu'il rédigeait maintenant était d'une autre nature, un texte capable de secouer l'édifice républicain jusque dans ses poutres maîtresses. À 08h30, comme un métronome bien réglé, Pierre Dubois, son directeur de cabinet, franchit la porte après un coup discret. « Monsieur le Premier ministre, souhaitez-vous que nous vous aidions à relire votre intervention ?» L'équipe communication est prête pour les ajustements de dernière minute. Lecornu leva les yeux de l'écran lentement comme s'il observait Pierre pour la première fois. « Pierre, depuis combien de temps exactement travaillez-vous sous mes ordres ? Depuis votre nomination, monsieur, 3 mois et 15 jours. Et avant ce poste, quel était votre rôle ? » Une hésitation, un micro-silence, un léger malaise. J'étais membre du cabinet personnel du président Macron, monsieur. Bien sûr. Lecornu se redressa et marcha vers la large fenêtre qui dominait les jardins impeccables de l'Élysée. Sans quitter l'extérieur des yeux, il lança « Dites-moi, Pierre, est-ce qu'il existe autre chose que vous auriez oublié de mentionner? D'autres directives personnelles du président? D'autres secrets qu'on vous aurait demandé de garder au chaud ?» Le chef de cabinet blêmit aussitôt. Ses doigts tressaillirent, comme s'il tentait de cacher un frisson. « Monsieur le Premier ministre, je ne comprends pas ce que vous insinuez. »« Oh, si, Pierre, vous comprenez très bien. » Lecornu se retourna lentement. Dans son regard brûlait une colère glacée, maîtrisée, dangereuse. « Vous allez informer votre véritable supérieur, le président, que sa petite mécanique parfaitement huilée vient de se dérégler. Je refuse d'être l'idiot utile qu'il espérait. Je ne suis pas un mouton qu'on mène gentiment à l'abattoir. Monsieur le Premier ministre, je vous assure que... Dehors, Pierre !» Sa voix claqua comme une gifle. « Allez prévenir Emmanuel Macron qu'il va recevoir ce matin une surprise qu'il ne sera pas prêt d'oublier. » Quand la porte se referma derrière Pierre Dubois, Lecornu reprit sa place face à son ordinateur. Il se remit à écrire la mâchoire serrée. Il savait parfaitement que le texte qu'il préparait allait pulvériser sa carrière, brûler tous les ponts possibles et l'exclure du jeu politique. Mais cela n'avait plus la moindre importance. Après 3 mois de manipulation déguisée et de mensonges soigneusement enrobés, l'heure était venue de libérer la vérité entière et brutale. À 09h45, soit exactement 15 minutes avant le vote de confiance, son téléphone vibra. La même voix mystérieuse que plus tôt se fit entendre. « Monsieur le Premier ministre, j'espère que vous avez écouté attentivement l'enregistrement envoyé ce matin. »« Je l'ai écouté, » répondit Lecornu d'un ton ferme. « Maintenant, j'aimerais savoir qui vous êtes réellement. Je suis quelqu'un qui croit encore que le peuple français mérite la transparence. Quelqu'un qui en a assez de voir des hommes intègres transformés en pions sur un échiquier politique corrompu. Quelqu'un qui estime que la démocratie mérite mieux que ces arrangements obscurs. Pourquoi m'aider ? Qu'est-ce que vous y gagnez ? Parce que vous avez encore un choix, monsieur Lecornu, ce qui est devenu rare dans ce milieu. Vous pouvez jouer le rôle misérable que Macron vous a assigné, ou vous pouvez affronter la nation et lui dire enfin ce qui se passe réellement. Alors dites-moi, quel chemin allez-vous prendre ? Il me reste pourtant une information capitale à vous transmettre. » La voix au téléphone se fit plus grave encore. « Dans 10 minutes exactement, un nouveau message atterrira dans votre boîte sécurisée. Cette fois-ci, vous y trouverez l'enregistrement intégral d'un échange tenu hier soir vers 23h entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. » Lecornu sentit son ventre se contracter brutalement. Une conversation entre eux. À propos de quoi, demanda-t-il, la gorge serrée. Du type d'arrangement qui garantit que Marine Le Pen ne déposera pas aujourd'hui de motion de censure. En contrepartie, elle obtient des engagements très précis sur l'immigration et la sécurité intérieure. Macron vous offre en pâture devant tout le monde,
mais garde son gouvernement debout. Vous êtes le prix du maintien du système. La ligne se coupa. Le Cornu resta figé glacé. Un pacte secret entre Macron et Le Pen. Dans ses pires scénarios, jamais il n'avait imaginé une alliance pareille. 10 minutes plus tard, à la seconde près, l'email promis apparut. L'enregistrement était court, mais terriblement accablant. La voix de Macron, lasse mais implacable. « Marine, votre soutien discret demain est indispensable. Sans votre neutralité, l'équilibre politique s'effondre. » Puis celle de Le Pen tranchante comme une lame. « Et en échange, que recevais-je exactement ? Nous discuterons officiellement de vos propositions sur l'immigration européenne, sur les contrôles frontaliers. Des discussions réelles, pas des formules creuses. Et le Cornu dans tout ça, il sera exposé comme prévu. Vous obtiendrez votre victoire symbolique. Vous pourrez affirmer avoir fait tomber le gouvernement, mais l'appareil d'État lui restera stable. Très bien. Dans ce cas, le Rassemblement national s'abstiendra. Ni pour ni contre. Exactement ce qu'il nous fallait. Merci Marine. Le Cornu écouta la dernière seconde de l'enregistrement et sentit son monde entier imploser. Lernac referma violemment son ordinateur comme si l'appareil lui brûlait les mains. Une vague de rage noire l'envahit d'un seul coup. Le président Marcellin Derval n'avait pas seulement piétiné sa confiance avec un cynisme glacé, il avait en plus négocié un accord obscène avec l'extrême droite aurélienne. Et tout cela dans son dos. Tout cela en échangeant sa loyauté comme une simple pièce de monnaie politique. Son regard accrocha l'horloge accrochée au mur 2 minutes exactement avant qu'il n'entre dans l'hémicycle de la Chambre républicaine. 2 minutes avant de bouleverser définitivement l'histoire politique de la République d'Aurélie. Il attrapa son téléphone personnel, ses doigts crispés, et envoya un même message à toute la presse nationale, le Clairon Laurélien, la Tribune, Libre Radio Centrale, A24, Info, LN7, conférence de presse exceptionnelle immédiatement après le vote de confiance. Révélation majeure concernant la crise institutionnelle en cours, document destiné à l'agence publique. La décision était prise, le compte à rebours venait de commencer. Lernac attrapa sa veste, resserra le nœud de sa cravate avec une précision presque militaire, puis s'élança vers la chambre républicaine d'un pas sûr, le discours incendiaire qu'il venait de rédiger, fermement serré dans sa main. Son cœur cognait à tout rompre, mais son esprit lui était d'une clarté chirurgicale. Quand il pénétra dans l'hémicycle, il sentit aussitôt la tension dans l'air, une électricité lourde palpable. Tous les députés, les 517 élus de la République d'Aurélie, étaient présents à un scénario d'une rareté absolue dans l'histoire parlementaire. Les journalistes emplissaient déjà les gradins caméras braqués sur la tribune comme des fusils prêts à tirer. Depuis la galerie présidentielle, le président Marcellin Derval observait la scène, certain que son plan tordu allait se dérouler comme prévu. Lernac monta les marches de la tribune lentement comme s'il savourait chaque seconde avant l'explosion. Son regard balaya d'abord Derval, puis les bancs des députés, puis les objectifs des caméras retransmettant la séance en direct dans toute la République d'Aurélie et au-delà. Puis il parla. « Mesdames et messieurs les représentants de la nation », sa voix claqua dans l'hémicycle clair, précise, entièrement maîtrisée. « Je ne suis pas ici pour sauver un gouvernement déjà condamné. Je suis ici pour dévoiler les manipulations sordides dont nous avons tous été les victimes. » Un frisson parcourut la salle. Ce n'était absolument pas ce qu'annonçait l'ordre du jour. Dans la galerie Derval se redressa brusquement l'inquiétude, déformant soudain ce visage pourtant habitué à jouer avec les caméras. Lernac continua. « Il y a exactement 3h13 minutes, j'ai reçu un appel qui a renversé tout ce que je pensais savoir de la politique aurélienne. J'ai découvert que ma nomination n'avait rien d'une reconnaissance. Elle n'était pas une récompense pour ma loyauté. Non, c'était un sacrifice calculé froid cynique. J'ai appris que le président de la République me destinait depuis le début au rôle de bouc émissaire de cette crise. » L'hémicycle explosa de murmures. Le monde politique venait de basculer. La salle explosa comme une poudrière, les élus jaillirent de leurs sièges. Certains vociférant leur colère, d'autres battant des mains, comme si un spectacle inattendu venait de commencer. Les caméras crépitaient, les journalistes griffonnaient à toute vitesse, incapables de suivre le tumulte.
Là-haut, dans la tribune, Macron avait perdu toute couleur tandis que ses conseillers tournaient autour de lui comme des oiseaux affolés. « Et ce n'est qu'une mise en bouche, cher représentant de la nation », lança le cornu, sa voix traversant le vacarme avec une précision redoutable. « J'ai découvert qu'hier, le président de la République et Marine Le Pen ont conclu un pacte nocturne, un arrangement discret pour garantir que le Rassemblement national se tiendrait à l'écart du vote, en échange de quelques douceurs politiques sur l'immigration. Cette fois, ce fut Marine Le Pen qui se ratatina dans son siège livide foudroyant Macron, du regard en comprenant qu'elle n'était plus complice clandestine, mais victime dévoilée. Toutes les preuves auditives, poursuivit le cornu en brandissant une clé USB comme un trophée explosif, seront envoyées sans filtre aux médias français et étrangers dès la fin de cette séance. Les citoyens doivent enfin savoir comment leurs dirigeants trafiquent la démocratie comme un jeu de cour de récré. Richard Ferrand martelait en vain son pupitre pour imposer un semblant d'ordre, mais l'hémicycle n'était plus qu'une tempête indomptable. Le cornu planta alors son regard dans celui de Macron. « Monsieur le Président, vous m'avez poignardé avec une lâcheté rare. Vous avez piétiné la confiance que je vous portais. Vous avez foulé aux pieds les principes que nous étions censés défendre côte à côte. » Sans attendre que l'hémicycle se prononce, le cornu tourna le dos à la tribune. Il avait pleinement conscience que sa vie politique venait de s'éteindre pour de bon, mais une certitude l'habitait, il venait d'accomplir l'unique geste qui avait encore du sens. À peine avait-il posé le pied dans les corridors immaculés du Palais Bourbon que son téléphone vibra. La voix énigmatique à l'origine de toute cette tempête résonna. « Monsieur le cornu, permettez-moi de vous saluer. Vous venez d'accomplir l'acte le plus téméraire de toute votre carrière. Alors dites-moi enfin qui vous êtes, lança-t-il une dernière fois. Un homme qui dans l'ombre veille depuis longtemps à ce que les principes authentiques de notre démocratie ne soient pas piétinés. Et aujourd'hui, grâce à votre audace, nous venons d'infliger un coup décisif aux architectes de la manipulation. Et maintenant, à présent, rentrez chez vous. Gardez en tête que vous avez préservé ce qui compte, votre droiture et votre honneur. Quant à la France, peut-être réalisera-t-elle enfin qu'elle vaut mieux que ces dirigeants qui manipulent la République comme un jeu d'échecs malhonnête. En quittant l'Assemblée nationale, le cornu fut happé par une muraille de flash et une pluie de questions hurlées par les journalistes. Il ne répondit à personne. Son sourire calme parlait à sa place, révélant un mélange de fatigue et de libération profonde. Quelques heures plus tard, dans son appartement du 7e arrondissement, il suivait les chaînes d'infos en continu. Ces révélations avaient déclenché un séisme politique d'une violence inédite. Macron subissait une pression colossale, tandis que Marine Le Pen s'efforçait désespérément de nier toute implication. Les oppositions, toutes tendances confondues, exigeait déjà des élections présidentielles anticipées. Un message illumina l'écran de son téléphone personnel. « Papa, je n'ai jamais été aussi fier de toi. Tu as posé le geste juste celui qui te ressemblait. Tu es redevenu l'homme droit que j'ai toujours admiré. » Ces mots suffirent à faire naître chez le cornu un véritable sourire, le premier depuis qu'il occupait Matignon. Certes, son fauteuil de Premier ministre n'était plus qu'un souvenir et son avenir politique ressemblait à une porte définitivement close, mais il venait de récupérer ce que des années de pouvoir avaient lentement érodé son honneur, sa lucidité morale et le respect qu'il se devait à lui-même. L'appel reçu 3 heures plus tôt avait bouleversé sa vie, mais bien au-delà de sa personne, il avait secoué la France entière. Et parfois, c'est exactement ce dont un pays étouffé par la résignation a besoin. Un homme prêt à sacrifier sa propre trajectoire pour laisser la vérité respirer. Dehors, les rues parisiennes vibraient d'un cœur immense. Le cornu, celui qui a osé tout dire, le cornu héros de la République. Peut-être que les livres d'histoire retiendraient seulement qu'il avait dirigé la France durant 3 mois et une quinzaine de jours. Mais ce que rien n'effacerait jamais, c'est que 3 petites heures avaient suffi pour renverser le paysage politique et rallumer l'espérance dans le cœur du peuple. Et tout cela était né d'un simple appel venu d'un inconnu, quelqu'un qui croyait encore que l'intégrité pouvait l'emporter sur les manœuvres et le cynisme. Cette nuit-là, tandis que Paris murmurait encore sous le choc des révélations
qui avait secoué la nation, Lecornu tomba dans le sommeil avec une tranquillité qu'il n'avait plus connue depuis son arrivée à Matignon. Il sentait qu'il avait suivi la seule voie compatible avec l'honneur. Certes, un coup de fil avait déclenché l'incendie, mais au bout du compte, c'était sa propre main qui avait décidé d'enflammer l'histoire. Mais ce chapitre n'était que le début. 3 jours après son discours fracassant, le pays s'était embrasé. Les foules défilaient, sans répit de Marseille, à l'île de Lyon jusqu'à Bordeaux. Sur les réseaux sociaux, le mot dièse Lecornu Héros tournait à une vitesse folle, saturant les fils d'actualité et atteignant des millions de partages. À l'Élysée, Macron arpentait son bureau comme un fauve enfermé, tandis que ses conseillers tentaient en vain de colmater une brèche devenue béante. Les chiffres des sondages s'effondraient, une chute de 18 points. En seulement 3 jours, un véritable trou d'air jamais observé sous la Veuve République. Comment ces enregistrements ont-ils pu sortir? Hurlait-il à Alexis Kohler-Exsangue, et comme vieilli de plusieurs années. Tout était classifié, absolument tout. Il y a nécessairement une fuite interne, une taupe, balbutia Kohler. Nous avons passé au crible chaque système. Seule une personne disposant d'un niveau d'accès exceptionnel a pu orchestrer cette divulgation. Quelqu'un qui connaît nos procédés sur le bout des doigts. Pendant ce temps, au 5e étage d'un immeuble discret du quartier du Marais, un homme fixait l'écran de sa télévision avec une satisfaction silencieuse. L'individu derrière cette voix énigmatique s'appelait en réalité Julien Marnec, ancien haut responsable du Bureau national de renseignement stratégique. Il avait été poussé vers la sortie bien avant l'âge officiel de la retraite pour avoir refusé d'exécuter certaines missions qu'il considérait comme contraires à l'éthique républicaine. Depuis 3 ans, Marnec s'était lancé dans une traque méticuleuse, rassembler des preuves de corruption, d'abus d'influence et de manipulation institutionnelle à la tête de l'État. Ce qu'on appelait aujourd'hui l'affaire Lecornu n'était selon lui qu'un prélude. Une simple fissure révélant une structure pourrie jusqu'à l'os. Et pourquoi avoir choisi Sébastien Lecornu? Parce qu'il avait longuement étudié son profil, exploré son caractère. Il savait que derrière la façade d'un soldat loyal se cachait un homme droit lucide, capable de résister lorsqu'on lui mettait la vérité en face. Le téléphone vibra. Un numéro familier s'afficha. Julien, c'est Clara Morel, sénatrice centriste, présidente de la commission d'investigation sur les dérives institutionnelles. « Je t'écoute, Clara. Situation urgente. Nous venons de recevoir une demande formelle. Lecornu souhaite être entendu. » En séance fermée. Il affirme qu'il a encore des révélations à livrer, et cette fois, ça va bien au-delà de ce qu'il a déjà dit. Marnec esquissa un sourire discret. Lecornu venait de confirmer tout ce qu'il avait pressenti, il était bien l'homme de la situation. Qu'est-ce qu'il s'apprête à balancer d'autre? Il évoque des contrats d'armement falsifiés, des rétrocommissions dissimulées derrière des ventes à l'international et des circuits opaques de financement électoral. Si tout ça s'avère exact, Julien, c'est la colonne vertébrale du système qui va se briser net. Cette nuit-là, le sommeil fuyait Lecornu comme un coupable fuit la lumière. Dans le silence de son appartement parisien, il peaufinait chaque ligne de son futur témoignage devant la commission sénatoriale. Il savait que parler reviendrait à sceller à jamais la porte de son avenir politique. Et pourtant, il n'hésitait pas une seconde. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il repensait à ce long parcours entamé avec des convictions pleines les poches. Député à 32 ans, ministre à 35, Premier ministre à 39. Et à 39 ans passés, voilà qu'il se préparait à clore le chapitre en livrant les ténèbres cachées derrière les dorures de la République. Soudain, une vibration. Un message. Un nom familier, général Pascal Larocque, son ancien compagnon d'armes du ministère de la Défense. « Sébastien, j'ai vu ton discours à l'Assemblée. Il faut qu'on parle. J'ai entre les mains des documents confidentiels sur le contrat des sous-marins australiens. Des preuves que le président a menti au Parlement. » Lecornu ferma un instant les yeux, les mâchoires serrées. L'affaire des sous-marins. Il se souvenait de ces réunions à huis clos, des signatures apposées à la hâte, des virements qui disparaissaient vers des comptes impossibles à tracer. Au petit matin, Lecornu s'engouffra discrètement dans un café sans prétention du 15e arrondissement. Assis dans un coin reculé, le général Larocque scrutait nerveusement la salle, le regard en alerte.
les épaules tendues comme s'il craignait que chaque client soit un agent en planque. « Sébastien, ce que je vais vous montrer pourrait nous faire tomber, vous comme moi, déclara-t-il en sortant lentement une clé USB qu'il tenait comme une arme radioactive. Mais après ce que vous avez osé révéler à l'Assemblée, je sais que vous n'avez plus peur d'aller au bout. Faites voir, répondit calmement l'écornu, le regard fixe. Larocque connecta la clé à son ordinateur. L'écran s'alluma. Voici les vrais montants du contrat australien. Regardez bien cette ligne 50 millions d'euros, disparue, officiellement inexistant. Il fit défiler lentement les bénéficiaires. Lecornu blêmit. Plusieurs noms s'affichèrent sur des figures d'un familière, des proches du pouvoir des financiers, clés de la dernière campagne présidentielle. « Seigneur !» souffla-t-il. « Vous comprenez ce que ça implique très clairement. Le président a recyclé les commissions d'armement pour alimenter son appareil politique, et vous, en tant qu'ex-ministre de la Défense, deviez être dans la boucle. Officiellement, je n'ai jamais eu connaissance de ces documents. Jamais. Justement. Voilà pourquoi vous devez parler. Montrer comment ils vous ont gardé dans l'ombre tout en vous préparant à encaisser les coups si ça éclatait. 48 heures plus tard, l'heure de vérité avait sonné. Devant une commission sénatoriale bondée et sous le regard implacable de dizaines de caméras braquées sur lui, Lecornu prêtait serment. Ce jour-là, la France entière avait les yeux rivés sur ses écrans des salons bourgeois jusqu'au hall de gare. « Mesdames, messieurs les sénateurs, déclara-t-il d'un ton calme, mais tranchant ce que je m'apprête à vous révéler, risque de secouer bien des certitudes. Mais notre République mérite mieux que le silence complice la corruption méthodique et le cynisme au sommet. » 3 heures durant sans trembler, il démonta pièce par pièce l'architecture d'un système pourri de l'intérieur, contrats militaires, bidouillés, pots de vin, camouflés, caisses noires électorales, comptes, dormant dans des paradis fiscaux. Il n'apportait pas des soupçons, mais des preuves enregistrements audio, documents confidentiels, attestations signées. Et puis cette phrase lâchée comme une lame froide, le chef de l'État a transformé la fonction présidentielle en blanchisserie électorale au service d'un pouvoir personnel. À l'Élysée, le silence était glacial. Emmanuel Macron, figé devant l'écran, suivait l'audition en direct. À chaque nouveau passage, un conseiller différent entrait précipitamment les mains pleines de mauvaises nouvelles. Monsieur le Président annonça d'une voix blanche son directeur de cabinet. Le parquet vient d'ouvrir une enquête et l'opposition, elle vient de déposer une motion de destitution. Macron se leva lentement. Derrière la vitre de son bureau, il apercevait une marée de pancartes en contrebas. Et un seul slogan criait à l'unisson Macron, démission 2 jours, 3 tout au plus. Comment avons-nous pu en arriver là? Souffla-t-il, la voix rongée par l'incrédulité. Vous avez mal jugé Lecornu, monsieur le président. Vous le croyiez docile, prêt à endosser sans broncher le rôle du fusible. Mais vous vous êtes lourdement trompé d'homme. Ce soir-là, dans le calme revenu de son appartement, Lecornu voyait son téléphone crépiter sans relâche. Des centaines de messages défilaient, de parfaits inconnus d'élus de province, de magistrats, de rédactions de journaux. Tous saluaient le même geste son courage. Mais un seul message parvint à lui nouer la gorge. Celui de sa mère, 78 ans, écriture tremblante mais mots limpides. « Mon fils, je n'ai jamais été aussi fier de toi. Tu as choisi l'honneur au lieu du pouvoir. C'est exactement ce que ton père aurait espéré. » Pendant ce temps, dans une pièce discrète quelque part dans Paris, Julien Marnecke, l'homme de l'ombre à l'origine du déclenchement, suivait les infos en silence, un rictus discret aux lèvres. Ce qu'il avait semé avait dépassé toutes ses prévisions. Lecornu n'avait pas seulement levé le voile sur la manipulation dont il était la cible, il venait d'amorcer un séisme capable d'ébranler les fondations du système entier. Il décrocha son téléphone, composa un numéro. « Il est temps, dit-il simplement. On doit enfin se voir. »« Mais qui êtes-vous vraiment ?» demanda Lecornu d'une voix posée. « Je suis celui qui vous a appelé il y a 7 jours. Et si vous êtes prêts, nous avons encore beaucoup à accomplir. Ensemble. » Le lendemain matin, dans l'atmosphère feutrée d'un bistrot anonyme à Belleville-le-Cornu, et Marnecke se retrouvèrent enfin face à face. L'un portait encore les stigmates d'une tempête médiatique,
L'autre, une sérénité étrange propre à ceux qui ont longtemps agi dans l'ombre. Marnec, la soixantaine affirmée, chevelure d'argent et regard acéré, dégageait ce mélange rare de calme et d'autorité naturelle. En sa présence, on n'avait pas besoin de preuves pour croire. « Pourquoi moi » demanda calmement Lecornu. « Qu'est-ce qui vous a convaincu que j'étais le bon pion à faire tomber ou à faire lever parce que je vous ai étudié longtemps, parce que je savais que vous étiez incorruptible, parce que vous étiez placé au cœur du système assez près pour voir ses rouages, mais pas assez pour en devenir complice. Et surtout, parce que je savais que vous finiriez par choisir l'honneur. Et maintenant, reprit Lecornu, maintenant, on ne fait plus demi-tour. Ce que vous avez dévoilé n'est que l'entrée. Ce pays mérite le plat principal, toute la vérité. Il reste d'autres dossiers, d'autres cadavres politiques dans les placards. Et nous allons les ouvrir. » Lecornu fixa cet homme, celui par qui tout avait commencé. « Vous réalisez que je suis grillé politiquement ? Revenir en arrière m'est impossible. Et est-ce que ça vous manque ? Un silence ? Non. Au contraire. J'ai jamais respiré aussi librement. » Marnec sourit. « Alors allons jusqu'au bout, pour la République, pour la démocratie, pour cette vérité qu'il redoute tant. » C'est ainsi qu'une nouvelle page s'ouvrit dans la vie de Sébastien Lecornu. Non plus en tant qu'élu, mais comme éclaireur d'un autre genre, le fameux coup de téléphone. Ce n'était que l'étincelle. Ce qui se dessinait, c'était une révolte douce, mais déterminée. Une opération vérité destinée à faire tomber les masques et assainir les couloirs moisis du pouvoir. Tout cela avait commencé dans le silence d'un matin de décembre, au fond des couloirs de l'Élysée.